Et selon les prévisions de Banque El Maghreb en 2020, eh bien, l'économie marocaine se serait contractée de 6,3% au lieu des 7% qui ressortaient de la moyenne des données trimestrielles. Alors pour l'année en cours, eh bien, la Banque centrale prévoit une croissance qui atteindrait 5,3%. Merci, l'agriculture. Alors avec nous, pour analyser ces chiffres, Moustapha Al Jaï, docteur en finance et économiste depuis Casablanca. Donc bonsoir Moustapha Al Jaï, merci de vous joindre à nous. Bonsoir Madame Ertin, très ravi d'être parmi vous ce soir. Donc sans surprise, Banque El Maghreb maintient ce taux directeur historiquement bas, 1,5%. Est-ce que c'est le fait d'avoir revu cette contraction du PIB qui a favorisé ce maintien du taux d'intérêt ou du taux directeur principal ? Vous savez, sans surprise, comme vous l'avez dit, le taux directeur a été maintenu à 1,5%, donc un taux historiquement bas, pour trois raisons à mon sens. La première, c'est que les conditions de financement de marché n'ont pas changé depuis. L'impact sur la baisse des taux d'intérêt, nous sommes déjà à des niveaux d'intérêt très très bas, nous sommes à une moyenne de 4,35 pour le dernier trimestre, sachant que le trimestre d'avant, on était à 4,53. En plus, c'est le taux moyen de financement crédit à l'économie le plus bas de la région MENA. Si je vous donne un exemple, en Égypte, on est aux alentours de 12%. Et si vous rajoutez à tout cela que la grande masse des crédits distribués durant cette pandémie suite donc aux orientations de Sa Majesté pour accompagner les entreprises durant cette pandémie, il y a plus de 54 milliards qui sont constitués du crédit oxygène et d'Aman Relance, où le taux est, comme vous le savez, historiquement bas de 3,5%. En outre, Banque El Maghreb est toujours accompagnatrice, si vous voulez, du système bancaire avec des avances autant que les besoins de l'économie marocaine le souhaitent et le demandent. Donc, toutes ces conditions ont donné lieu au maintien du taux directeur de 1,5%. Très bien, mais alors vous avez dit que c'est l'un des rôles de la Banque centrale, c'est d'accompagner les banques. Et alors du coup, comment les banques accompagnent-elles la reprise? Alors si on garde bien sûr en tête que ce taux, comme vous le rappeliez si bien, professeur Al Jaï, à 1,5%, c'est historique. Pourquoi la hausse des taux d'intérêt, notamment pour les TPME? Alors écoutez, comme je vous ai dit tout à l'heure, le taux moyen, je dis bien le taux moyen pondéré du dernier trimestre, est exactement de 4,34 au T3 contre 4,55 pour T2. Donc nous sommes toujours à des niveaux de taux relativement bas et qui permettent aux TPME, aux PME de se financer à des conditions raisonnables. Et je vous ai fait un benchmark avec d'autres pays et je vous ai dit que le taux d'intérêt de financement de la TPME au Maroc est le plus bas de la région MENA. Non, non, j'en conviens, professeur El Jaï, j'en conviens. Mais cela étant dit, bien sûr, ces crédits s'adossent à un taux directeur, alors que le taux directeur est très très bas. Pourquoi on se retrouve avec une moyenne, et vous le rappelez à juste titre, une moyenne de 4,3%. Bien sûr, parce que bon, il faut, comme vous le savez, le taux directeur, c'est le coût d'approvisionnement des banques. Il y a une marge de risque, il y a aussi des frais. Du coup, elle est grande, la marge, on est à du triple. Non, du tout. Il y a les coûts de fonctionnement aussi. Vous savez que les banques ont des charges fixes. Il y a des coûts de système d'information, des coûts de ressources humaines, les coûts de la prime de risque. Et moi, à mon sens, le financement pour les PME, les TPME, où le coût n'est plus une condition. C'est-à-dire que les conditions sont favorables. Il y a d'autres lequel il faut jouer, comme le coût de l'énergie, le coût du foncier, un petit peu plus de souplesse administrative et surtout. Et aussi une implication beaucoup plus solide des banques, peut-être. Tout à fait. Il y a aussi, bien sûr, il ne faut pas aussi obérer un peu vous avez vu déjà que les résultats des banques ont été lourdement affectés
féliciter l'effort qui a été fait par le système bancaire pour accompagner un peu le tissu économique marocain. Et honnêtement, l'accès au financement, c'est plus la condition ou c'est plus l'handicap majeur pour ces PME. C'est vrai, comme l'a dit M. Walid Bank-el-Maghrib, le programme pour les jeunes porteurs de projets, les auto-entrepreneurs, les TPE, a connu quelques couacs, il a démarré en février, si vous vous rappelez, de l'année dernière, 2020, la pandémie en mars, mais là, nous sommes déjà à quelques 26 000 projets financés par les jeunes porteurs de projets, et nous sommes quand même à 4 milliards d'encours, et il y a tout un plan d'action qui est mené d'accompagnement dont le leader, si vous voulez, le chef de file va être les CI de toutes les régions pour accompagner ces jeunes porteurs de projets et ces TPME pour monter leur business plan et les accompagner pour Mais c'est le rôle des CRI. Sauf que, bon, le programme Intelaqa, je me permets de vous interrompre, professeur El-Jaï, c'est le rôle des CRI d'accompagner les porteurs de projets. Or, le programme Intelaqa, comme l'a décidé le souverain, eh bien, ce programme-là consiste en un côté financement, mais aussi en un côté accompagnement. Donc, comment les banques vont jouer leur rôle d'accompagnement auprès des CRI? Dans les CRI pilotent l'opération, mais il y a tout un ensemble d'opérateurs qui accompagnent, dont les banques, si vous voulez, il y a également la CGM qui est partie prenante, il y a également l'Office de formation. Il y a donc il y a des ateliers et des modules de formation en faveur de ces jeunes porteurs de projets qui vont se dérouler sur un certain nombre de journées de formation pour permettre à ces jeunes de bien ficeler leur business plan et présenter des projets viables à leur banque respective. Qu'en est-il de la médiation? Qu'en est-il des incidents de la médiation bancaire? Moustapha El-Jaï, le Walid de Bank-el-Maghrib l'a évoqué dans les questions-réponses. Comment justement mieux résoudre cette problématique de la médiation bancaire? Effectivement, M. Walid Bank-el-Maghrib a souligné un peu quelques lacunes à ce niveau. Vous savez qu'il y a depuis maintenant quelques années un nouveau médiateur avec une nouvelle dynamique. Il faut aussi que les clients, si vous voulez, du système bancaire soient informés qu'il y a un médiateur pour les opérations relativement basiques, pour les montants, parce que ça dépend aussi des montants qui sont en litige ou en réclamation. Et à mon sens, il faut plus de communication, plus d'informations, et même le médiateur doit plus communiquer au niveau des médias pour que le citoyen, pour que la clientèle sache qu'au lieu d'aller à des contentieux ou des affronts avec les banques, il y a un médiateur qui peut leur faciliter la tâche et trouver des solutions amiables. Et c'est ça le souhait aussi bien du système bancaire que de Bank-el-Maghrib, c'est aussi le rôle du médiateur pour éviter un petit peu des relations. Parfois, il faut qu'on passe d'une approche, si vous voulez, transactionnelle avec le client à une approche relationnelle pour essayer d'avoir un partenariat win-win entre les deux parties, et c'est le rôle du médiateur. Et le rôle du médiateur est plus que jamais important, puisque, en connaissant bien sûr tous les incidents de paiement et de remboursement dus à la crise Covid-19. Alors, et si on parlait de crédit à présent avec vous, Moustapha El-Jaï, est-ce qu'on peut dire que l'évolution du crédit ou des crédits accordés, notamment immobiliers, est un symbole et un signe de reprise? Tout à fait. Donc, quand on discute avec beaucoup d'opérateurs, notamment dans le secteur immobilier, ils vous disent qu'il y a un petit frémissement de reprise, les transactions reprennent. Ce sont surtout les crédits, si vous voulez, de trésorerie qui ont progressé. Mais ce qu'on constate, c'est que les crédits d'investissement ont baissé de moins 8,1%. C'est-à-dire que les entreprises attendent un petit peu plus de visibilité. Et on aura, à mon sens, plus de visibilité que lorsque le taux d'humidité va augmenter et nous sommes dans un écosystème mondial pour que les entreprises reprennent un petit peu leurs investissements dans la phase
Covid. Et c'est tout à fait normal qu'on soit à moins 8,1%. Donc, nous sommes toujours dans beaucoup d'interrogations, même si les signes, je dirais, au Maroc sont très positifs, puisque nous allons bientôt atteindre les 10 millions de personnes vaccinées, ce qui donne donc le Maroc la tête de peloton des pays qui ont bien géré cette pandémie. Quels sont les risques qui continuent à peser sur notre économie? Est-ce que ce sont des risques exogènes ou ce sont plutôt des risques vraiment, du coup, dans l'intérieur du pays? Alors, écoutez, d'abord, il y a les risques exogènes. Vous savez qu'il y a une flambée des cours des matières premières. Il y a également des points d'interrogation sur le cours de pétrole. Nous sommes à pratiquement 75 dollars le baril. Donc, les hydrocarbures aussi, ils explosent. Il y a le fret qui a explosé. Il y a donc beaucoup de points d'interrogation. Il y a certains écosystèmes qui se sont bloqués. Et ces facteurs exogènes impactent forcément les entreprises marocaines et ont des répercussions, comme vous le savez, sur notre économie. Oui, mais par exemple, si on prenait un simple exemple, ne serait-ce que les réserves de change, elles se sont maintenues à des niveaux assez bons. Pourquoi? Malgré justement ces risques et malgré... Tout à fait. Alors, heureusement pour le Maroc, donc les réserves de change, nous sommes pratiquement à 7 mois, ce qui est extraordinaire dans des conditions très difficiles de cette pandémie. Cela est dû à deux phénomènes, à mon sens. D'abord, les transferts des Marocains qui résident à l'étranger ont atteint 73 milliards. Nous sommes à plus 7%. C'est un signe, un témoignage de nos ressortissants marocains qui sont à l'étranger, de continuer à faire confiance à leur pays et à transférer à leur famille, sachant que beaucoup de membres de leur famille ont souffert durant cette pandémie. Donc ça, c'est une excellente bouffée d'oxygène pour l'économie marocaine. Le deuxième facteur, à mon sens, ce sont les droits de tirage spéciaux que le Maroc a exercés, qui s'élèvent pratiquement à 11 milliards. Et cela, bien évidemment, vient renforcer davantage, si vous voulez, nos réserves de change. Nous sommes dans une situation très confortable. Et si on rajoute à cela la reprise de l'export de l'activité automobile, qui devient quand même un des premiers secteurs, en dépit des difficultés qu'on connaît durant cette pandémie, tout cela conforte la position de change du Maroc. Et nous sommes dans une situation très confortable, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, 7 mois à l'impôt. Vous évoquiez tout à l'heure cette flambée, ou en tout cas cette reprise des cours du brut autour de 70 dollars le baril. Est-ce l'un des principaux facteurs de l'inflation, de l'accélération de l'inflation? Donc, vous savez, l'accélération de l'inflation qui passera de 0,7 à 1,2 est due, c'est normal, à cette surchauffe des matières premières, pas uniquement les hydrocarbures. Il y a aussi, je vous donne un exemple, la billette, par exemple, d'acier pour la fabrication de rampes à béton, les prix ont doublé. Les prix du bois, qui rentre dans les matériaux de construction, il a triplé. Le fret, il a augmenté, explosé. Donc, toutes les matières premières, il y a une surchauffe mondiale puisque beaucoup de pays reprennent maintenant et toutes ces composantes, ce qu'on appelle de l'inflation importée, que les entreprises marocaines doivent subir et forcément, ils vont répercuter sur leur clientèle sur le marché local. D'où Très bien. une prévision de l'année prochaine. On va terminer à 1,2. Ça reste quand même une inflation cantonnée. On est loin des taux égyptiens et turcs et d'autres pays de la Méditerranée qui sont parfois à 2 chiffres. Mais cela ne devrait pas toucher le portefeuille du consommateur. Ça va le toucher légèrement, il faut être honnête, parce que les entreprises vont répercuter sur le consommateur. Je vous donne un exemple. Le coût de l'acier, quand vous discutez avec le promoteur immobilier, c'est à peu près entre 4 000 et 10 000 dirhams sur un logement. Donc, in fine, c'est le consommateur marocain qui va le supporter. Mais ça reste dans de proportions raisonnables. Quand on compare 4 000 dirhams par rapport à un logement qui coûte 250 000 dirhams, c'est pas rien, mais en pourcentage, c'est pas beaucoup.
Très bien. Je voudrais revenir avec vous sur un autre sujet qui a été évoqué avec Monsieur Jouari, donc Walid de Banque El Maghreb, par rapport à la crypto-monnaie. Et donc, pour le citer, ne vous attendez pas à ce que d'ici la fin de l'année, je vienne vous dire que le Maroc a sa crypto-monnaie. Donc, euh, cette crypto-monnaie souveraine, ou en tout cas cette monnaie virtuelle souveraine, pour vous, elle devrait répondre à ce besoin grandissant de l'utilisation des crypto-monnaies, en sachant bien sûr que les crypto-monnaies ne sont pas légales au Maroc. Mais est-ce que le fait de sortir une monnaie virtuelle de Banque El Maghreb pourrait contrecarrer cette hégémonie des crypto-monnaies mondiales d'ailleurs, hein? D'accord. Vous savez, une crypto-monnaie n'est pas garantie par un État ou par une banque centrale. Oui. Donc, c'est des algorithmes. Et on a vu un petit peu le dernier exemple du Bitcoin qui a dégringolé de 62 000 $. Maintenant, il est à 40 000, je crois, si je ne m'abuse. Et tous les spécialistes disaient qu'il allait atteindre 100 000. Donc, il y a des spéculateurs. Et au Maroc, comme vous savez, ce n'est pas légal. Monsieur Walid Banque El Maghreb a créé une commission qui travaille sur ce sujet. Il a dit on n'est pas encore prêt, mais j'imagine quand elle va être créée, elle sera garantie par la Banque centrale et par l'État marocain pour éviter un petit peu ces risques de fluctuation, parce que c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a beaucoup surtout des jeunes qui y croient et qui parfois espèrent des plus-values à 2 ou 3 chiffres. Et vous savez, il y a une corrélation entre le rendement et le risque. Et parfois, jusqu'à présent, les risques sont toujours, je dirais, assez inconsidérés. Et peut-être les gens qui ont démarré ont fait des plus-values, mais les gens qui ont pris le train en marche ont connu quand même des baisses assez importantes. Et moi, je pense qu'il faut laisser cette commission travailler. Et comme Banque El Maghreb centrale chapeau tout ça, le citoyen marocain, j'imagine, il y aura une garantie dans cette crypto-monnaie marocaine. Mais il fallait s'inscrire dans cette nouvelle Mustafa Al Jay. Alors, dynamique. juste parce que vous avez parlé de risque, il nous reste très peu de temps. Je évoquais avec vous une autre actualité, pas relative à ce conseil trimestriel de Banque El Maghreb, mais plutôt au marché des capitaux. Quel impact l'adoption du projet de loi relatif au prêt des titres? On va rappeler que c'est un projet de loi qui vise notamment à sécuriser les opérations de prêt de titres qui accordent bien sûr des avantages aux acteurs du marché des capitaux. Vous savez, cette opération de prêt sur titre, c'est juste un amendement de la loi qui date déjà de 2014. Et on a introduit un nouveau instrument sur le marché financier. Et ce sont de nouvelles opérations financières, c'est-à-dire qu'une banque qui a un portefeuille titre peut le prêter à une autre qui elle-même bénéficie d'une avance de la Banque centrale en garantie de ces titres. Et à l'échéance, cette banque doit restituer et la somme d'argent à la Banque centrale et les titres à la banque qui lui a prêté. Et ça permet à la banque prêteuse ou à l'institution prêteuse de rentabiliser ce portefeuille qui était là et qui rapportait zéro. Pour être vraiment très très simple, pour que nos spectateurs, vos téléspectateurs comprennent très bien le mécanisme. Les amendements qui ont été faits, c'est que les prêts sur titre seront faits même à l'international. Je vous donne un exemple. Une filiale d'une banque marocaine en Afrique, je prends par exemple en Côte d'Ivoire, a besoin d'une avance auprès de la Banque centrale ivoirienne ou sénégalaise ou un autre pays, la banque marocaine peut prêter le portefeuille de titres à sa filiale marocaine ou à une autre filiale, moyennant bien sûr rémunération, et ça permet à cette banque de bénéficier des avances de la Banque centrale du pays concerné. Je ne sais pas si c'était clair ou si... Mais c'est juste un amendement d'une loi qui existe depuis 2014 et qui a déjà commencé à être un nouveau instrument financier assez conséquent sur le marché marocain. Tout cela s'inscrit dans la nouvelle réforme entamée depuis 2010 du marché financier marocain. Merci professeur Jaï, merci Mustafa Al Jaï, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de Questions Éco. Très bonne soirée à toutes et à tous.